Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau We're in Live. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de rencontrer Cynthia Lefebvre et de pouvoir échanger avec elle. Mais je vais te laisser te présenter, Cynthia. Bonjour à tous, bonjour Jean-François et encore merci pour cette invitation. Pour ma part, je suis Cynthia Lefebvre, je suis responsable de gamme processus et qualité au sein de l'URSSAF Caisse nationale, donc qui fait partie de la branche recouvrement de la sécurité sociale. Et je suis en charge du coup de plusieurs particularités, notamment les coachs tests qui interviennent et qui accompagnent l'ensemble de la DSI et au-delà sur la partie test. On a mis en place aussi l'assurance qualité des tests, donc s'assurer que les tests qui sont faits sont de qualité. On a aussi une petite particularité, c'est que je gère aussi la partie identité visuelle de toutes les applications internes à l'URSSAF Caisse nationale. Et on gère également tout ce qui est processus de test et processus de spécification depuis cette année. Sachant C'est très que intéressant ça, c'est que tu lis pas que le test, tu lis aussi aux exigences, au processus. Je pense que c'est parce que vous avez remarqué que tout était lié, qu'il fallait qu'il y ait une certaine cohérence, c'est ça? tout à fait, en fait, si on ne gère que la partie test, on ne gère pas du coup les entrants. Et les entrants, on le sait très bien, d'une équipe de développement à une autre, on peut avoir des qualités en fait de livrables totalement hétéroclites. Donc du coup, l'importance, c'est aussi de pouvoir normer tout ça de façon à retrouver de la qualité, non pas seulement au niveau des tests, mais aussi au niveau de leurs entrants. C'est très très intéressant. Et est-ce que tu commences à voir les bénéfices de mieux gérer les processus et les exigences sur la partie test, ou finalement ce regroupement est encore un peu trop court aujourd'hui dans le temps pour voir encore les bénéfices dessus? On voit beaucoup dans l'agilité, dès qu'on commence à mieux faire du 3 amigos, du BDD, mieux définir les critères d'acceptance. Ben, sur la partie qualité, on en voit les bénéfices, on voit il y a moins d'ambiguïté, il y a moins ces erreurs, ces bugs de spécification. Bah non, la feature, elle doit faire ça. Oui, donc tu disais, tu ne vois pas encore les bénéfices de cette nouvelle organisation sur la partie qualité parce que c'est trop récent. Mais Tout à je fait. me En doute fait, que ça va. c'est un process qui a émergé cette année. Donc, on a fait beaucoup de travaux cette année avec 8 sous-directions en partenariat. Par contre, les effets qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a réussi à impliquer les MOA. Donc ça, c'est super, qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ils sont les points d'entrant de tous nos travaux et qu'effectivement, l'importance en fait de collaborer tous ensemble. Donc on s'est tous rapprochés et ça, c'est plutôt le bon point. Donc on s'est aperçu que voilà, le travail de l'un a un impact sur l'autre. Donc ça, c'est le gros plus. Mais on va continuer du coup les travaux de façon à pouvoir continuer à travailler ensemble. Donc c'est intéressant. Parce que si on parle un peu de chiffres, quand même, ton administration, enfin du coup, c'est pas la tienne, c'est celle dans laquelle tu travailles, est quand même ici conséquent. On parlait de chiffres juste avant que tu te connectes. Je ne sais pas si tu peux donner ces chiffres-là pour qu'on voit en fait l'ampleur du travail qu'il peut y avoir. Oui, on ne dirait pas comme ça hein, d'un point de vue extérieur, mais en fait, le SI comporte 850 applications interconnectées entre elles. Donc, c'est pas facile et c'est pas simple d'évaluer, par exemple, les impacts d'une évolution ou d'une correction sur l'ensemble du SI ou de mettre en production à l'image de Google en une fraction de seconde parce que les impacts peuvent être très nombreux. Oui, oui. Et puis, dès que ça plante, ou que ça marche pas bien, ça va vite se ressentir et C'est vous ça, allez c'est avoir, en je me doute, cascade généralement. une énorme pression voilà, pour la continuité de service Voilà, que ça sachant va que représenter. bon, derrière chaque application, il n'y a pas forcément une MOA et une équipe MOE, puisqu'on essaye de regrouper quand même de façon structurée. Mais imaginez le nombre d'équipes qu'il y a derrière également pour gérer ces 850 applications interconnectées entre elles. Ça fait énormément de monde. Et oui, et puis si on lit ça au fait que vous avez peut-être des deadlines des fois qui sont imposées par le gouvernement avec des nouvelles lois qui peuvent arriver, des nouveaux sujets, des nouvelles réorganisations qui peuvent faire, ça doit. Bah, finalement, on voit l'administration comme quelque chose qui est peut-être un peu plan-plan, je dirais,
entre guillemets. Du tout. Mais finalement, ça peut être très, très intense dans les processus de livraison. Vous n'êtes peut-être pas comme un site e-commerce, ce côté concurrent à délivrer quasiment tous les jours pour créer de nouveaux services, mais vous avez quand même des contraintes qui peuvent vous être imposées de façon non négligeable. Comment vous gérez ça au quotidien dans votre organisation, justement, que ce soit en termes de qualité ou de livrables? Alors justement, on est, comme tu l'as dit, hein, soumis aux réglementations, aux lois, aux décisions ministérielles qui nous tombent dessus. On est comme le public, hein, on est averti au dernier moment. Et comme on peut l'avoir vu aussi, par exemple, en 2020, quand il y a eu les confinements, il a fallu mettre en place des mesures de suspension de prélèvements pour les différentes personnes, différentes populations. Et bien, il a fallu faire tout de suite des mises à jour particulières dans nos différents SI. Et c'est vrai que ça, du coup, il a fallu être très attentif par rapport aux impacts que ça pouvait avoir. Il a fallu être très réactif aussi. Donc ça, effectivement, on essaie de les prendre en compte le mieux possible en essayant de mieux communiquer entre nous et puis de faire pas mal de comitologie, de vérification et de validation, évidemment, entre les différents services. Parce qu'il y a plusieurs services, en fait, qui s'enchaînent au niveau du test. Tu vas avoir toute la partie qui concerne la MOE. Donc ça, j'explique pas ce que c'est, hein, tout le monde est au courant. Mais on a aussi des services d'intégration, des services de validation. Donc tous ces services-là, en fait, qui concernent le test, s'enchaînent de façon à ce qu'effectivement, il y ait le moins de trous possible dans la raquette. Ouais, une grosse machine bien huilée. Justement, on a une question autour de cette organisation, de savoir combien vous avez d'équipes pour gérer, grosso modo, ces 850 SI. Alors, a priori, ce n'est pas 850 équipes, ce sera peut-être Non, il n'y a moins. pas 850 équipes, mais on est aux alentours de 1500 personnes au niveau des SI. Bon, ça, c'est les derniers chiffres que j'avais en tête au niveau RH, mais bon, ça a peut-être évolué encore depuis parce qu'on est en ce moment dans un process de recrutement intense pour pouvoir internaliser un maximum de personnes. Donc ce chiffre-là ne sera plus valable l'année prochaine puisqu'il aura grossi d'ici l'année prochaine. Ok. Et du coup, en termes de QA, ça représente à peu près combien de personnes partout en France? Parce que vous avez aussi une spécificité, c'est que vous n'êtes pas à un seul endroit, mais vous avez un beau maillage du territoire. Vous êtes partout en France. Donc, Oui, effectivement, on a une ça fait du monde de mémoire. On a une dizaine de sites en France, partout sur le territoire français, donc ça c'est plutôt bien. Et c'est vrai que peu importe où on se situe en France, comme on le fait là en ce moment, on discute et on communique en visio, c'est quand même plus sympa pour garder un lien humain, parce que c'est avant tout au service de l'être humain qu'on est au niveau de la société. Combien on est à peu près au niveau QA? Alors là, j'avoue que je n'ai pas exactement le chiffre précis en tête, mais je dirais une trentaine à peu près, peut-être voire plus dans certains centres, parce qu'on a des centres nationaux de validation également, où là, je n'ai pas du tout les chiffres en tête, on en a 3, qui sont assez conséquents quand même pour nous permettre de pouvoir vérifier et valider ce qui va arriver en production. Ok, bon, merci pour cette précision, Cynthia. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur le rôle de coach test. Justement, Salma qui pose une question là-dessus. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. Il y a quelques années, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une conférence sur cette nouvelle évolution du test manager qui va un peu plus vers du coaching, de l'accompagnement. Justement, vous, dans votre quotidien, c'est quoi les missions d'un coach? C'est quoi ses tâches? Et comment vous l'avez créé? Parce que finalement, il n'y a pas de fiche de poste magique. À chaque organisation, on donne des tâches un peu différentes qui dépendent vraiment du contexte. Donc, comment vous avez construit ça et quelle mission il ou elle doit répondre au quotidien? Alors cette notion, ce rôle, on va dire, c'est plus un rôle. Ce rôle de coach test a été mis en place il y a déjà de très nombreuses années parce qu'on s'est aperçu que les gens avaient un niveau de maturité différent et de connaissances différents sur la partie test. Donc le but, c'était de faire progresser tout le monde en fonction de son niveau sur la partie test de façon à pouvoir aller dans une direction d'industrialisation au fur et à mesure.
C'est une équipe qui grossit au fur et à mesure des années, puisque effectivement, on encadre et on accompagne de plus en plus de personnes. Donc, il faut de plus en plus de monde pour pouvoir accompagner toutes ces personnes. Sachant qu'on a, à l'heure actuelle, on a 2 coachs tests. Un qui est plus spécialisé sur la partie automatisation, test non fonctionnel, et un qui est plus spécialisé sur la partie agilité, accompagnement de la partie métier. Bon, sachant que les deux, en fait, sont vraiment très compétents l'un et l'autre. Hein. Je travaille avec des experts exclusivement. Et c'est surtout écouter, en fait, le problème de la personne. Parce que parfois, ce qu'elle exprime, ce n'est pas forcément le problème en soi. Ça peut être des problèmes relationnels. Ça peut être je suis trop la tête dans le guidon et là, je ne sais plus quoi faire. Même si je suis très expérimentée, parfois, on a une routine qui fait que on est tellement pris par nos activités qu'on n'arrive pas à prendre suffisamment de hauteur pour avoir une vue d'ensemble et se dire « Ah oui, au fait, c'est ça la solution ». Donc simplement, les coachs vont écouter et puis vont accompagner progressivement la ou les équipes en fonction de leurs besoins. Ça peut être très bien formaliser les besoins, justement, en parlant des MOA, de façon à ce qu'on puisse avoir des entrants de meilleure qualité. Ça peut être, j'aimerais réussir à construire, structurer mon patrimoine de test. Simplement ça. Parce que c'est toujours plus facile de remplir des petites cases que de devoir après tout restructurer une fois que le patrimoine est en place. Ça peut être simplement, là je suis sur un très gros projet, il y a un très gros souci, on va dire, je ne sais pas, de temps. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je réussis à prioriser tout ça? Enfin, voilà, c'est simplement, ça peut être très divers et varié en fonction de la volumétrie de l'équipe, de la typologie, on va dire, de l'équipe, si c'est plutôt MOA, si c'est plutôt intégration, si c'est plutôt validation, ou si c'est plutôt MOE, de façon à pouvoir remettre du liant et puis pouvoir avoir les bonnes pratiques au fur et à mesure que le projet avance. Ça peut être aussi, par exemple, pourquoi pas, ben voilà, j'ai un point de blocage sur ma stratégie de test. Est-ce que tu peux simplement la relire pour me dire si je suis dans le bon chemin ou si je me suis plantée carrément, sachant que, comme on l'a vu, hein, on travaille avec beaucoup d'équipes différentes. Donc, la stratégie de test, pour nous, est extrêmement importante de façon à pouvoir avoir une certaine cohérence entre nous tous. C'est très intéressant, mais moi, ce que je me demande, il y a une question notamment d'Amdi, tu as en partie répondu, mais du coup, pour ce que je comprends bien, c'est qu'on ne veut pas accompagner que les QA, ces coachs, mais l'équipe produit globalement dessus, parce que quand on parle de aider, mieux comprendre le besoin des MOA, aider à mettre des critères d'acceptation un peu plus clairs, ben on est sur quelque chose de plus efficace. Peut-être que sur l'automatisation, des fois, il faut parler avec les développeurs aussi, peut-être un peu plus de shift left. Du coup, ça va dépendre du projet. Je pense que c'est très hétérogène. Tu vois. Des projets legacy avec beaucoup de cycles en V, d'autres qui vont être dans un espèce de Scrum, mais dans un cycle en V, et d'autres qui vont être dans vraiment de l'agilité, parce qu'on est sur des stacks plus récentes, plus souples, peut-être plus apaisées, qui vont nous permettre de le faire. Du coup, c'est vrai que finalement, 2, ça paraît pas beaucoup par rapport à la quantité d'efficacité, enfin, d'efficacité qu'il doit y avoir dans le quotidien de l'accompagnement et qui doivent être très sollicités. C'est pas évident de trouver ces rôles-là. Vous aviez déjà, je pense, 2 personnes que vous avez accompagnées dessus. Moi, ce que j'ai vu souvent, c'est que c'est beaucoup un rôle, oui, d'expertise. Donc, il faut démontrer. Peut-être quand on fait de l'automatisation, à un moment donné, il faut mettre la main dans la pâte et démontrer, et pas juste c'est de la théorie, utiliser le PGOZ, faites ce framework-là. Nous, c'est ce qu'on appelle des advisors chez nous pour dire, bah, on ne fait pas qu'une checklist de bonnes pratiques, on essaie de démontrer pour rendre autonome, parce que voilà, ça fait un peu la différence. Mais c'est surtout un métier, je trouve, de communicant, parce qu'il faut convaincre, parce que avec cette organisation-là, ils ne sont pas dans l'obligation de faire appel à cette cellule de coaching. Ils doivent être demandeurs, donc il doit y avoir quand même un travail de lobbying, de communication, de gestion, peut-être aussi de confirmation auprès de sa direction, peut-être pour avoir un peu plus de moyens, pour en avoir plus, pour passer à l'échelle sur cette organisation. Comment ça se passe, voilà, cette partie communication globalement, qui est pour moi, ça a toujours été essentiel, la communication dans un QA.
Tout Sauf à fait. qu'avant, on disait, cher développeur, ça ne marche pas, je t'ai créé un bug. Et aujourd'hui, on va dire, chère équipe, comment je vous accompagne à mieux anticiper votre qualité. Si je caricature un peu le rôle de coach maintenant, c'est C'est surtout un peu qu'en ça. plus, on va avoir les 3 quarts du temps, on va avoir la réponse, mais ça fait 20 ans que je fais comme ça, pourquoi je devrais changer? Ça marchait bien jusque-là, donc il n'y a pas de raison que ça change. C'est vrai qu'on a plusieurs phases, effectivement, quand on intervient. Il faut déjà réussir à convaincre, sachant qu'il y a quand même certaines équipes qui nous testent pour voir si vraiment on a les compétences, si on est vraiment expert. Ça, c'est un retour d'expérience, hein, parce que j'ai été coach aussi. Donc, c'est vraiment, voilà, ils vont poser des questions très tordues, très particulières, pour être sûr qu'on a vraiment les bonnes compétences. Une fois que la confiance est installée, ça progresse tout seul et les gens reviennent d'eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'au début, il y a une certaine résistance en disant, mais j'en ai pas besoin, en fait, je sais faire mon job, je le fais depuis 20 ans, il n'y a pas de raison que ça change. Oui, d'accord, pas de problème. Sauf que là, on est dans une démarche d'industrialisation et non plus d'artisanat. C'est plus je fais les choses, allez, à l'instinct et puis on voit si ça marche. Non, là, on est plusieurs. Il faut réussir à se mettre dans un cadre d'industrialisation pour vraiment avoir une certaine rentabilité sur le long terme. On investit sur l'avenir, sur le long terme et non pas sur du one-shot, sur l'instant présent. Donc, c'est vrai qu'on communique et puis voilà, on essaye de, comme on renforce nos liens entre nous, comme on l'a dit, on travaille ensemble, pas chacun isolément. Donc, du coup, c'est vrai qu'on se sert de nos appuis respectifs pour convaincre et se dire oui, ça a marché, en faisant notamment des retours d'expérience, en animant des communautés. Donc, on a plusieurs communautés au sein de l'URSSAF Caisse Nationale, des communautés qui peuvent être spécifiques, comme par exemple sur l'automatisation. On peut avoir des communautés, on va dire, très ouvertes, comme ce qu'on a fait en fait dernièrement, où à l'instar de ce que tu fais là, en fait, n'importe qui peut participer à nos points de façon à pouvoir ouvrir sa culture sur la partie test. Et puis, on a une partie communauté qui est référente, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir au moins un référent sur chaque site et dans chaque équipe, de façon à ce qu'ils puissent, on va dire, prêcher la bonne parole, si je puis dire, de façon à pouvoir aussi relayer les informations concernant le processus, concernant les nouveautés, les travaux qui sont actuellement, sachant que le processus est toujours en perpétuelle évolution, puisqu'un processus qui n'évolue pas est un processus qui est mort. Donc le but, c'est de pouvoir suivre aussi ces différentes évolutions et les différentes préoccupations aussi des équipes opérationnelles, de façon à pouvoir être aidant. Pas être vu comme des contraintes, mais être aidant. Donc les coachs suivent aussi cette partie-là en communiquant un maximum avec les différentes équipes, en écoutant, parce que ça c'est extrêmement important, hein, si effectivement on n'écoute pas les préoccupations des uns et des autres, mais on ne peut pas y répondre correctement, et en les rassurant, et en y allant petit pas par petit pas. Tu connais le principe des petits pas, voilà, et Bah oui, féliciter et célébrer chaque petite victoire. je suis d'accord. Moi, je dis toujours, il faut avoir beaucoup d'ambition, mais il faut avoir de petites victoires avec cette stratégie des petits pas, et bien communiquer dessus et le partager, et que l'équipe qui a fait cette victoire le partage à d'autres équipes. C'est là que ça marche bien. Et c'est vrai que tu parlais d'évolution. Je pense que sur les dernières années, en termes d'évolution méthodologique, technologique, de recrutement, qu'il faut quand même mettre sur les nouvelles techno, les nouvelles méthodes pour attirer aussi les meilleurs talents qui sont chez nous. C'est vrai que beaucoup d'automatisation et que historiquement, dans le test, on n'était pas des techos, on était plutôt des fonctionnels. Donc ça faut accompagner quand même une population de personnes qui font partie de nos effectifs, qui font remonter en compétences, l'agilité avec mieux communiquer avec le reste de l'équipe pour anticiper les besoins, les développeurs aussi qui doivent faire évoluer leurs techniques pour délivrer bien du premier coup. C'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Donc on ne peut pas tout faire bien du premier coup. Et c'est vrai que cette organisation de coaching, d'accompagnement, on peut le voir aussi dans le DevOps, avec des coachs DevOps dans certaines organisations qui vont le mettre en place pour accélérer la mise en place et l'autonomie des équipes, parce que c'est ça votre objectif, c'est que les équipes soient autonomes. Et ça, c'est super intéressant. Alors, je vois d'autres questions qui arrivent, avant que je te parle un peu d'autres sujets au-delà de ton rôle d'URSSAF. Ah oui, selon ton expérience, est-ce qu'il ne faut pas trop miser sur l'automatisation
vu que ça peut engendrer un coût de maintenance assez important. Oula, on pourrait en faire toute une session là-dessus. Je te laisse donner ton avis, Cynthia. Alors, c'est vrai qu'on a eu plusieurs équipes qui se sont lancées à bras-le-corps comme ça dans l'automatisation, vraiment pleines de bonne volonté, en voulant essayer vraiment de rentabiliser au mieux, mais sans méthode. Donc là, ça a été la cata. Hein. C'est comme essayer après de démêler un plat de spaghettis. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que là aussi, les coachs interviennent, surtout sur la partie prérequis. Donc faire en sorte que tous les prérequis soient remplis de façon à pouvoir se lancer sur l'automatisation de tests. Des choses simples, hein, que le patrimoine soit stabilisé. S'il est tout le temps en train de changer, rentabilité est quand même assez moindre. Que ça soit bien écrit, c'est-à-dire que ce ne soit pas de très haut niveau, parce que l'automatisation, ça reste une machine. Donc si on lui donne des informations trop vagues, elle ne saura pas faire. De façon, voilà, un ensemble de prérequis qu'on a définis tous ensemble, de façon à ce que les équipes soient plus sereines pour passer à l'automatisation. L'automatisation, c'est important, mais pas n'importe comment. Tout à fait. Et souvent aussi, les jeux de données, on voit souvent que c'est une contrainte oui. dans des grandes organisations avec des systèmes interdépendants. C'est vrai qu'on oublie des fois de regarder ça et c'est très important. Moi, je veux aussi parler aussi un peu de ton organisation, enfin ton investissement dans l'organisation de la JFTL. Tu fais ça depuis quelques années en tant que bénévole. Donc déjà, merci, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut avoir un événement d'une telle qualité. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette implication au quotidien? Déjà, ça m'a permis de voir l'envers du décor du plus grand événement européen sur les tests logiciels. Ça demande effectivement une certaine rigueur, une certaine discipline pour pouvoir relire l'ensemble des propositions de conférences qui sont soumises au comité. Et puis c'est surtout que ça m'a apporté de pouvoir élargir mon réseau, de rencontrer des personnes passionnées et passionnantes, et puis toujours dans une bonne joie de vivre. Ça, c'est très agréable de pouvoir partager ça. On se retrouve tous les ans avec... moi, j'ai pas la boule au ventre à chaque fois que j'y vais, et c'est vraiment un vrai plaisir et une attente insoutenable de pouvoir tous les rejoindre. Et c'est vraiment un plaisir supplémentaire. Déjà que je prenais déjà beaucoup de plaisir à aller à la JFTL tous les ans, mais avec cet envers du décor, j'avoue que c'est encore plus un plaisir. Et puis de pouvoir partager aussi tout ce qui est retour d'expérience sur différents sujets. D'ailleurs, j'ai été interpellée cette année sur plein de sujets différents. Je trouve ça très enrichissant de pouvoir échanger nos pratiques, que ce soit dans des administrations publiques ou pas, dans des entreprises privées aussi. Mais on se rend compte qu'on rencontre souvent les mêmes problématiques et de pouvoir échanger sur toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? Ah, intéressant, du coup, je vais essayer d'appliquer ça chez moi. Moi, j'ai cette telle solution. Donc, essayons de voir ensemble ce qu'on peut faire. C'est vrai, et je trouve qu'on s'est amélioré dans le partage globalement. Je parle de nous les testeurs, mais aussi globalement en France. Quelques années, quand tu as une conférence, soit les gens ils y allaient pour essayer de dire je vais voir ce que fait un peu la concurrence ou regarder. Les gens ils hésitaient à partager. On voyait qu'en dehors des conférences, il n'y avait peut-être pas autant d'échanges globalement, et que là, maintenant, on est sur... les chakras sont beaucoup plus ouverts, j'ai envie de dire, et que les gens communiquent entre eux. Et c'est bien. Les Américains à Silicon Valley l'ont compris depuis des années. Ils mettent de la documentation. Netflix a documenté énormément de sa mise en place de tests en microservices sur leur site. Google aussi partage énormément. Et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas empêché leur business d'être très florissant. Donc, on peut partager sur des méthodes de travail sans parler de notre stratégie business globalement. Donc, ça, c'est super intéressant. Et moi, je vois, on parle avec tout le monde, nous, même avec nos concurrents. C'est quand même fort sympathique. C'est une respiration, je trouve. C'est à un moment donné, on peut se poser. Il y a juste un C'est seul un problème, je échange de trouve. passionnés, en fait. Voilà. C'est vraiment un échange. Une journée, c'est peut-être un peu trop court pour pouvoir prendre le temps d'échanger avec tout le monde. Mais voilà, il faut bien trouver un axe d'amélioration dessus. Et encore, sachant que moi, je vais souvent à la première journée des ateliers de
premier jour. Enfin bref, on ne va pas parler que de notre vie là-dessus, même si c'est sympa sur ça. Donc ce qui est bien, je trouve, c'est l'implication et qu'il faut des gens qui s'impliquent, qui partagent et qui le fassent. Donc voilà, moi je peux que encourager tous ceux qui nous écoutent à aller à des conférences, participer à des conférences, être partie prenante de l'organisation d'une conférence s'ils le souhaitent. Donc il y a plein de moyens de pouvoir contribuer et de s'ouvrir et d'avoir un réseau qui va nous permettre de grandir tous ensemble. Et toi, tu es allé même encore plus loin parce que, si je ne dis pas de bêtises, tu donnes aussi des cours de tests et de qualité logicielle. Tout à fait. Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on est sur une niche professionnelle. Hein. Le test logiciel, on n'est pas très nombreux, en fait. Et quand je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une phase de recrutement assez intense, pas que sur le test. Hein. On a plein de postes différents sur plein d'autres métiers, mais notamment sur la partie test, c'est compliqué de recruter des personnes de qualité, justement. Donc, je me suis dit, bah, quitte à avoir des difficultés à recruter, autant d'essayer d'aller à la source. Et c'est vrai que moi, étant une ancienne miagiste de Nancy, je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de reprendre contact avec le responsable de la miage de Nancy, et puis pourquoi pas de proposer des cours pour pouvoir former ou au moins sensibiliser les futurs étudiants à d'autres métiers que la partie développement ou chef de projet, parce que c'est souvent les deux métiers qui sont mis en avant sur la partie dans les écoles, dans les universités. Or, il y a toute une pléiade en fait de métiers au niveau informatique. Donc, c'est bien aussi de leur montrer qu'il existe d'autres métiers. Du coup, j'ai commencé l'an dernier en faisant une journée de sensibilisation au test. Bon, je m'étais dit, je vais y aller soft, je vais faire des grands principes, je vais y aller tranquille. Et en fait, j'ai été surprise parce que j'ai eu énormément de questions. Les élèves étaient vraiment très intéressés. J'ai même des élèves qui sont restés 1 heure avec moi après les cours, à me poser plein de questions, à être très intéressés sur le métier en lui-même, sur plein de choses. Je suis waouh, bah jackpot quoi. Donc du coup, on a rebouclé avec le responsable et puis il a dit bah voilà, si tu te sens de faire plus qu'une journée, je dis bah ouais, allez, partons sur 4 demi-journées et un partiel. Voilà, c'est le principe des petits pas. On essaye progressivement d'étoffer au fur et à mesure les compétences, de façon à ce qu'effectivement on puisse faire germer la graine de la passion du test logiciel dans les têtes des futurs collègues. Pourquoi pas? Bah, écoute, ça c'est très intéressant et c'est vraiment bien de s'investir là-dedans parce que c'est vrai que notre métier a encore besoin d'être partagé pour qu'on ait encore plus de bras armés pour nous aider dans la qualité. Donc ça c'est super bien. J'ai encore quelques questions, donc si tu veux bien, Cynthia, on va un peu déborder de la demi-heure pour pouvoir pouvoir répondre aux questions de nos différents participants. Donc déjà, merci pour la qualité de vos questions. Déjà, tiens, Christophe Moustier, tu dois connaître, qui nous pose une question sur la RGA. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est la réglementation sur l'accessibilité. Donc, c'est une obligation légale pour notamment toutes les administrations publiques, et ça va l'être de plus en plus. Il y a le pendant américain, par exemple, dès qu'on fait du commerce aux États-Unis, on a une obligation à peu près équivalente lorsqu'on fait de la vente en ligne. Ça a dû aussi chambouler la façon de faire du test. Vous en êtes où? Comment vous appréhendez ça sur la partie respect de la norme, globalement? Alors, je me demande si Christophe, c'est pas une petite souris qui suit nos réunions en interne, parce qu'effectivement, on l'a incorporé du coup dans notre charte graphique pour toutes les applications internes. Donc, effectivement, on a à cœur de prendre ça particulièrement, surtout que nos applications sont à destination des publics. Donc, il faut impérativement qu'on arrive à se mettre d'équerre. Et ça fait partie aussi de mes objectifs de cette année, de prendre en compte l'accessibilité dans le processus de test et dans le processus de spec. Donc, il a visé juste, Christophe, bravo. Effectivement, ça fait partie de nos préoccupations actuellement. Bon, merci pour la réponse. Il y a John aussi qui nous demande, ça, je me doute un peu de la réponse, si les testeurs font partie des équipes agiles où ils sont à part. Tu as peut-être un peu des deux. Il y a des gens qui sont dans les équipes pour ceux qui sont agiles et des gens en transverse. Lorsqu'il faut il faut intégrer les systèmes les uns aux autres. Ça doit être certainement ça.
Alors, effectivement, on a un peu des deux dans le sens où, par exemple, on a des test managers transverses. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment des très gros projets en place. On met à disposition des projets des test managers. Donc, effectivement, la partie, j'ai envie de dire QA, est intégrée totalement dans les projets. On a effectivement, les 3/4 du temps, c'est intégré sur les projets agiles de façon à ce qu'effectivement, il y ait une bonne collaboration et une bonne communication entre les personnes. Soit on met à disposition, soit effectivement, on trouve un système pour accélérer et augmenter la communication. Parfait. J'ai une autre question de Ramazan, j'espère que je dis bien le prénom, qui demande si toutes les équipes utilisent le même framework ou si ça varie d'une équipe à une autre. Alors, je ne sais pas s'il parle du framework de développement ou du cadre méthodologique ou du framework de test. C'est peut-être très hétérogène en fonction des contextes. Tout à fait, parce qu'il faut se mettre dans le contexte où, dans cette grande entité, on a des projets où il y a une personne, et puis on a des projets où il y a 50 personnes. Il y a des projets qui sont en cycle en V, il y en a qui sont en agile, il y en a qui sont en pseudo-agile. On a un peu de tout, en fait. Donc, c'est vrai qu'on essaye, on a un processus, ça, on l'a, mais on essaye de l'adapter surtout au contexte. On essaye de le faire de façon intelligente, de façon à ce que chacun puisse progresser en fonction des contraintes et du contexte des projets. Okay. J'ai une dernière question d'Amdi. On revient sur la partie où tu as parlé un peu de communauté QA. Mais Amdi voudrait savoir si il y a d'autres types de cérémonies qui sont mises en place, un peu comme de partage, un peu comme les chapters QA qu'on peut voir en agilité, à l'échelle ou en agilité. Et surtout, comment ça se déroule, qui c'est qui l'anime, comment participent ces trentaines de QA, c'est obligatoire ou pas. Là, je rajoute, voilà, question subsidiaire. Voilà, je pense que ce sera la dernière question et après on pourra s'arrêter. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a grosso modo 3 communautés sur la partie QA. Celle qui est la plus ouverte, qu'on a appelée le lab des tests, et d'ailleurs nos coachs tests qui l'animent, ils l'animent simplement, hein, ce n'est pas eux qui font le contenu, ce sont les participants qui font le contenu et qui se proposent de faire soit un retour d'expérience, soit une explication sur une thématique qui a été choisie en commun. Et ils ont choisi leur mascotte qui est, pour les plus anciens qui connaissent peut-être, Minus et Cortex. Donc 2 petites souris, en fait, voilà, sur le terme scientifique, qui essayent de conquérir le monde des tests. Donc généralement, ils nous racontent une histoire et puis ils nous embarquent avec eux sur une thématique particulière. Et là, c'est ouvert à tout le monde. Donc tout le monde peut y participer. Ce n'est pas restreint uniquement aux testeurs. C'est vraiment tous ceux que ça intéresse. Donc, ils embarquent avec eux des MOA qui sont intéressés parce qu'évidemment, ils travaillent en collaboration avec les coachs. Donc, voilà, ça leur met la puce à l'oreille et ils ont envie d'en savoir plus sur des thématiques particulières. Ça peut être des développeurs, ça peut être des spécifieurs, ça peut être peu importe, en fait, du moment que ça intéresse, la thématique intéresse en fait les personnes. Merci en tout cas, je pense que tu as bien répondu à la question que voulait Amdi. On arrive à la fin de notre We're in Live. Si jamais vous avez d'autres questions ou que je n'ai pas pu répondre, on n'a pas pu poser toutes les questions que vous avez pu poser à Cynthia lors du chat, n'hésitez pas à la contacter directement sur LinkedIn. Cynthia se fera une joie d'y répondre. Nous, notre prochain We're in Live aura lieu dans 2 mois. Je vous remercie déjà à tous de votre présence, de la qualité de vos questions. Cynthia, je te remercie pour cet échange, une fois de plus, hyper intéressant. Donc, je vous encourage à suivre Cynthia sur les réseaux aussi et à la contacter le cas échéant. Merci encore Cynthia, merci à tous et à très bientôt pour notre prochain We're in Live. Au revoir. Merci à tous, bonne journée.